Sunday Night Production. Une première cérémonie du Vélo d'Or réussie et un parcours du Tour de France déjà historique. C'est parti pour l'actu full gaz pour ne rien rater à ce qui se passe dans le monde du vélo. L'actu full gaz, retrouvez toute l'actualité du cyclisme avec la tête dans le guidon. Salut les amis, resserrez vos chaussures, rentrez les épaules et gardez la tête dans le guidon. Bienvenue dans le podcast l'actu full gaz présenté par LTDG depuis Lyon. Grégoire, j'espère que ça va, j'espère que t'as la forme déjà. La grande forme, et toi? Et vous aussi les auditeurs, j'espère que vous avez la forme hein. Ouais, j'espère que vous avez vraiment la forme. Moi, merci de demander, ça va super. Je suis prêt. Là, demain, on part à Biarritz, on va se tester au surf avec TikTok, donc je suis au taquet, je sais pas toi mec, j'ai hâte d'essayer. Ouais tu sais c'est la saison d'hiver, c'est la coupure, il y a tout le monde qui est en vacances, tous les pros ils vont faire d'autres sports et tout ça, je vois pas pourquoi nous on n'aurait pas le droit de faire d'autres sports là pendant cette période là. Ouais, t'as raison, donc on va tester deux sports et venez nous suivre sur LTDG parce que vous allez voir des cyclistes, ce que ça donne sur des skis ou sur du surf et je pense qu'on va bien rigoler. En tout cas, merci de me dire que les pros sont en vacances, c'est pas vrai parce qu'il y avait des critériums ce week-end et il y avait surtout du cyclocross, c'est la saison de cyclocross qui est bien lancée, vous savez, on en a déjà pas mal parlé. Donc je vous propose qu'on s'attaque aux résultats en dispi. Allez c'est parti avec le Critérium de Madrid, un critérium dans les rues de Madrid. Oui. Ouh là là, mais c'est un génie, attends, lui. j'ai fait des recherches hein. Et c'est Van Der Poel qui s'est imposé devant Juan Ayuso et Omar Fraile, donc dans un petit groupe comme ça, donc c'était vraiment stylé comme course. Ouais, à noter que c'était la première course sur le sol espagnol de Mathieu Van Der Poel. Petite stat comme ça, sympa à voir. Et mine de rien, le soleil ça lui réussit aussi bien que les pavés de la Belgique hein. Ouais, il a laisse partout hein, même si la chaleur normalement c'est pas trop son truc. Non, même si la chaleur c'est pas trop son truc, on l'a vu sur le Tour de France 2022 où il avait dû abandonner après les fameux virages lacés, là je me rappelle, il faisait ultra chaud. Aussi il y avait le Critérium de Singapour, Grégoire, organisé par le Tour de France, la marque déposée le Tour de France, avec Philipsen en maillot vert, Pogacar en maillot blanc. C'est quoi ce qui s'est passé? Eh ben Philipsen s'est imposé au sprint devant Mark Cavendish. Et Tadej Pogacar, Mark Cavendish, qui va essayer de battre le record du nombre de victoires sur le Tour de France en 2024. Magnifique, à noter le superbe sprint de Pogacar qui termine quand même 3ème derrière Philipsen et Cavendish. Franchement là... Ouais, il est sorti dans les derniers tours, je crois, j'ai vu et... Allez, on passe. Bon, c'était cool, on a fait un peu le tour du monde avec les critériums, mais je te propose que Grégoire, on reparte dans les pays du Nord, parce que là, on est la saison de cyclocross qui est lancée, et il y avait notamment la manche de super prestige de Telenet. Qu'est-ce qui s'est passé, Grégoire, chez les hommes d'abord? Chez les hommes, c'est Eli Iserbyt qui s'est imposé devant Lars van der Haar et Van Toerenhout, le champion d'Europe, donc un podium verni. C'était Thibaut Nice qui avait fait l'impasse sur cette course, il me semble. Ouais, c'était Thibaut Nice qui a fait l'impasse sur cette course, donc beau podium. Iserbyt qui est déjà en forme, comme la saison dernière, qui est arrivé très en forme en début de saison de cyclocross. Comme à chaque fois en début de saison, avant que les Krakito arrivent, les Van der Poel et consorts. Et voilà. Et chez les femmes, c'est Céline Alvarado qui s'est imposée devant Anne-Marie Worst et Norbert Ribeirol. A noter que Van Van Empel avait fait l'impasse sur la course pour se préserver de la Coupe du Monde du lendemain. D'ailleurs, le lendemain, il y avait la Coupe du Monde du coup à Maasmechelen. Il y avait la Coupe du Monde en Belgique De cyclocross. la manche. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé chez les hommes avec pas une surprise, mais une belle victoire? Pas une surprise vu qu'il a été champion quand même des Pays-Bas et c'est le champion en titre. Et c'est Lars van der Haar qui s'est imposé cette fois devant Eli Iserbyt, donc les deux premières places sont inversées. Et sur le podium, c'est Loren Sweeck qui prend la 3ème place. A noter que Loren Sweeck avait été blessé en début de saison et que là il faisait un bon retour. Il a fait une belle remontée, ce qui était assez mal parti. Félicitations à lui. Chez les femmes, il n'y a pas eu photo. Femme Van Empel, elle a écrasé la course. D'ailleurs, j'ai allumé la télé là et je pensais qu'elle était toute seule sur la course en fait. Elle a mis, je crois, plus d'une minute, plus de 2 minutes à Céline Alvarado. C'est assez énorme sur un cyclocross. De toute façon, on est reparti sur les mêmes bases que la saison dernière avec une Femme Van Empel qui écrase tout. Avant le retour de notre petite vététiste. Pauline? Non, pas Pauline. Puck Peters? Puck Peters, voilà. Puck Peters qui prend une petite coupure après la Coupe du Monde de VTT. Qui devrait revenir. Et là, il y aura quand même match. Mais en attendant, Femme Van Empel, elle écrase. Hein. Grande dédicace à Annick Van Elfen qui prend la 3ème place chez les femmes d'ailleurs à Maasmechelen. Et je te propose, Grégoire, qu'on s'attarde pas plus que ça sur le résultat et qu'on parte sur la rubrique 2. Donc le focus. Et le focus, là, il va se faire sur le Vélo d'Or et le parcours du Tour de France parce que je crois qu'on y était à Paris. On peut faire un focus ou... Et oui, Grégoire, on était à Paris, invité gentiment par Tissot, qu'on remercie énormément, pour couvrir la première cérémonie de l'histoire du Vélo d'Or organisée par l'équipe. Et franchement, ils ont voulu calquer le spectacle sur le Ballon d'Or. Et donc le Vélo d'Or, c'est organisé par l'équipe aussi, c'est Vélo Magazine. Et franchement, c'était une belle fête, c'était une première édition encourageante. Qu'est-ce que t'en penses, Grégoire ?
Franchement, c'était vraiment ultra stylé. Comme j'ai pas arrêté de répartir tout le long de la soirée, c'est exceptionnel qu'on ait enfin, nous, les cyclistes, notre cérémonie, comme les footeux, tu vois. Nous, les gars qui se rasent les jambes, on a notre cérémonie à Paris avec les coureurs et les coureuses qui se réunissent pour venir recevoir des trophées. Alors, il y avait plusieurs trophées, on va y revenir, je pense plus précisément. En tout cas, un gros kiff de voir ça dans le monde du vélo. Et impatient de voir comment ça va évoluer et si on arrivera à quelque chose d'aussi gros que le Ballon d'Or un jour. Bah clairement c'est ce qu'on espère, surtout quand on voit les sponsors qui viennent sponsoriser cet événement. Là on était au pavillon Gabriel sur les Champs-Élysées, donc il y a du budget qui a été mis par l'équipe et je pense que ça va juste grossir. En tout cas, on a hâte de voir la suite. Et avant de discuter un peu plus en profondeur de la soirée, de vous dire notre ressenti, les pros qu'il y avait, avec qui on a pu parler, je vous propose qu'on vous donne les résultats de la soirée. Grégoire, qui a gagné tout d'abord le prix Eddy Merckx du meilleur classic man de l'année. Donc c'était Eddy Merckx en personne qui a remis ce trophée sur l'estrade, là sur le plateau. Incroyable de le voir. Incroyable de voir Eddy Merckx, hein, on en reparlera. Et du coup, il a remis ce trophée pour les femmes à Laute Kopecky qui a fait une saison XXL. Et Mais c'est mérité complètement. Laute Kopecky, elle a écrasé toutes les classiques. Et d'ailleurs, quand il y avait le duo Vollering-Kopecky sur les classiques qui s'alignaient, c'était soit l'une soit l'autre qui gagnait. Vollering partait devant. Si le peloton roulait pour récupérer Vollering, et c'était Kopecky qui réglait le sprint. Et elle a fait une saison exceptionnelle, Grégoire. Ouais, non, c'était beau. Enfin, en plus, ouais, Tour des Flandres, tout ça, non, Laute Kopecky, c'est quand même exceptionnel la saison qu'elle a faite. Championne du monde aussi, hein, mine de rien. Ouais, je crois que d'ailleurs, celui qui gagne chez les garçons, il a aussi été champion du monde, mais il a aussi gagné Milan-San Remo, il a aussi gagné Paris-Roubaix, c'est rien d'autre que monsieur Mathieu Van Der Poel. Donc les deux champions du monde ont remporté le prix des classiques, le prix des courses d'une journée. Et c'est mérité parce qu'ils n'ont pas gagné que champion du monde. La saison de Van Der Poel, c'est une saison sniper quoi. Il arrive, il a pris 6 victoires, les 6 énormes victoires. Franchement, c'était mérité. Ensuite, il y avait le prix Daniel Morellon. Il récompensait le meilleur athlète français autour du vélo hors route. Ouais, c'est un peu compliqué, c'est un peu tiré par les cheveux. Et du coup, qu'est-ce qui a gagné, Grégoire ? C'est Pauline Ferrand-Prévot, notre française, qui le méritait largement avec ce qu'elle a fait. Et du coup, elle remporte ce trophée. Voilà, elle n'a pas pu être présente non plus. On y reviendra à ses absences quand même des coureurs. C'est ça, ouais. À noter que Pauline Ferrand-Prévot était dans une année de transition avec son arrivée chez Ineos. Et donc, j'espère qu'en 2024, elle sera encore plus haut niveau comme dans ces grandes années où elle raflait tout. Ensuite, il y avait le trophée Bernard Hinault qui récompensait le meilleur coureur cycliste route de la saison, homme-femme mélangé. Et là, sans surprise, qui a gagné, Grégoire ? C'est Christophe Laporte, notre champion d'Europe, qui nous a sorti un sprint venu de l'espace sur les championnats d'Europe pour s'imposer devant notre Wout van Aert. Et du coup, stylé, il le méritait. Pour moi, il n'y avait pas photo. Et je pense dans ce trophée, merci à Juliette Labousse qui avait été nominée, qui a fait l'effort de se déplacer quand même. Encore une fois, je parle beaucoup des gens qui n'étaient pas là et des gens qui étaient là, mais on va y revenir. Ouais. Pour nous, c'est le problème de cette première édition. En tout cas, Christophe a fait l'effort de venir et d'ailleurs, on l'a interviewé très sympa, très accessible et très content de recevoir, d'être là pour recevoir son premier trophée. Et dédicace à Rémi Gras, son ami qui était le mieux habillé pour lui de la soirée. Si vous avez la référence, vous êtes des vrais gaziers qui regardaient le TDG parce qu'on en a parlé sur notre compte. Allez voir Rémi Gras qui, selon Christophe Laporte, était celui qui était le plus beau gosse de la soirée. Je te propose que sans transition, on passe au Vélo d'Or. Donc le Vélo d'Or, c'est le trophée qui récompense le meilleur cycliste de la saison. Et la meilleure cycliste aussi. La meilleure cycliste de la saison. Chez les hommes, on avait notamment des nominés comme Mathieu Van Der Poel, Remco Evenepoel, Primoz Roglic, Tadej Pogačar. Et enfin, Jonas Vingegaard qui a gagné chez les hommes. Et je vais pas te cacher ma déception. C'est Jonas Vingegaard. Vingegaard qui gagne avec une victoire sur le Tour de France, victoire sur Dauphiné. Il a gagné Pays Basque, il a énormément gagné cette année. Deuxième de la Vuelta, 2 étapes sur la Vuelta. Il a 16 victoires, je crois, en 2023. Donc une énorme saison, mais un peu déçu car j'aurais préféré voir Pogačar gagner. T'aurais préféré ou tu penses qu'il méritait plus ? Parce que c'est deux choses différentes. Hein. Je pense qu'il méritait plus. Parce que pour son panache, pour avoir fait le spectacle toute la saison, pour avoir été tout le temps à l'avant, pour avoir jamais baissé les bras, même sur le Tour de France quand il s'est fait laminer sur le chrono par Vingegaard, il s'est toujours battu et je pense clairement il méritait de gagner. Après c'est pas moi, en fait là je retourne un peu ma veste, hein, j'ai toujours dit le contraire, mais c'est pas le prix du panache qu'on décerne, c'est le prix du meilleur coureur. Vingegaard il a gagné le Tour de France. Le Tour de France c'était l'objectif principal de Pogačar, il l'a pas gagné. Non, okay. Mais bon, c'est vrai qu'au niveau il a une victoire de plus, je pense. Pogačar peut-être, il a gagné quand même 2 monuments, il fait 2 Tours de France, il a Paris-Nice, d'autres belles courses, donc ouais c'est
le vainqueur du Tour de France qui a gagné chez les hommes, et chez les femmes c'est également l'un vainqueur du Tour de France, Demi Vollering, qui a reçu le prix de meilleur cycliste, le Vélo d'Or en 2023. Une année entière pour Demi, et franchement elle a tout raflé, tout gagné, et notamment avec le point, la cerise sur le gâteau, la boulette sur le couscous. Le lardon sur la carbonara. Elle gagne le Tour de France, magnifique, avec cette super victoire en haut du Tourmalet, qui était sûrement l'étape la plus dure de la saison de cyclisme féminin, la plus épique. Ouais. On va revenir, c'était une superbe étape, encore une fois. Là-haut, elle a gagné, puis on n'oublie pas un triplé Flèche Wallonne, Liège-Bastogne-Liège. Enfin, non, elle s'est régalée cette saison. Non, c'était ouf. Avec Selgom Race aussi. C'était le parmesan sur la bolognaise. Volta Burgos. J'ai faim, on enregistre avant le déjeuner là. Non mais je comprends pourquoi t'es pas affûté. Là, c'est la fin de saison, nous aussi on fait une coupure, on vous l'a dit, on va faire d'autres sports, du surf et tout là. Alors on fait une coupure dans le podcast d'ailleurs, mais Antoine, la coupure ça fait 6 mois que tu m'en parles. Non mais là c'est depuis le Tour de France. Moi c'est plus une coupure, moi c'est une déchirure frère, là on m'a amputé le bras là. Non mais bref, on n'est pas là pour parler de ça. En tout cas pour revenir à cette cérémonie, comment ça s'est passé en fait? Du coup on est arrivé au pavillon Gabriel, on était invité par Tissot, avec lesquels on crée du contenu autour de la soirée, et du coup durant toute la soirée on a un peu vu les athlètes, vu les acteurs qui mettaient en avant, notamment les coulisses, les sponsors, et c'était vraiment intéressant de rencontrer tout ce beau monde, rencontrer tous les journalistes. Et donc on arrivait d'abord, on s'est fait offrir un cocktail avec champagne ou soft, coca, tout ça. Soft pour nous bien sûr. Et ouais, c'est vrai qu'on rentrait dans un lieu un peu, on n'avait pas l'habitude d'être dans ce genre d'événement. Nous, tu vois, c'est casquettes, lunettes au bord des routes, à gueuler avec les supporters dans le public et tout. C'est ça qui nous fait vibrer. Et là, ça a changé. On était en costume, on était dans notre élément. Voilà, on avait nos vidéos à faire comme d'habitude pour vous faire suivre la soirée de l'intérieur. Il y avait un tapis rouge où les personnalités sont venues. Il y avait Michel Drucker qui est passé. Enfin, c'était une soirée vraiment huppée, quoi. Il y avait tout le monde. Il y avait la direction de ASO, ceux qui organisent le Tour de France. Il y avait les directions de l'équipe, le groupe L'équipe. Il y avait, c'était autre chose. Mais c'était aussi sympa, différent. Je sais pas, mieux ou moins bien, c'était différent. Je sais pas, toi, tu te sentais comment là-dedans? T'étais moins à ton aise qu'au bord des routes en train de crier en casquette lunettes? Et bah j'étais moins à mon aise, mais en même temps je remercie mes parents pour l'éducation. C'est que franchement je trouvais ça cool aussi, parce que on était quand même en plus petit comité, et par exemple c'était plus facile d'aller parler aux coureurs, et honnêtement il y avait que les télés traditionnelles, et du coup nous on était un peu les seuls externes à faire du contenu un peu plus décalé, et du coup les coureurs étaient contents de venir nous voir. Ouais, mais à aucun moment, tu vois, on s'est senti genre pas respecté par les gros médias, tu vois. En vrai, on était là en tant que créateur, et les gens étaient contents qu'on soit là, et c'était cool, quoi. C'était cool en tant que créateur de contenu. On a toujours un peu ce petit complexe, je pense, tu vas pas me contredire, que quand on arrive dans des endroits où c'est très très conventionnel, de se dire ah ouais, vu que eux ils sont pas conventionnels, est-ce que ça va le faire? Non, là franchement c'était très cool, très sympa. On a été très bien accueillis par tous les partis. On a pu parler aux pros, à Juliette Labousse, à Bernard Hinault, Christophe Laporte. Il y avait Demi Vollering qu'on avait rencontré à Brie-de-les-Pins, pour ceux qui nous suivent depuis longtemps. Elles avaient fait un stage d'altitude autour du col de la Lose, et d'ailleurs elle nous a reconnus, elle nous a serré la main et tout. Elle était avec Lotte Kopecky, et franchement ça fait plaisir de se faire respecter par les coureurs, mais aussi à travers en dehors du cercle français, parce que en vrai, et comme l'a dit Grégoire, dans ce genre d'événement on se sentait autant, à des moments sur le Tour de France c'était nos premiers gros événements comme ça, parfois on se sentait pas trop à notre place, quand on se faisait inviter dans l'hélicoptère par Strava, des trucs comme ça, on se dit mais qu'est-ce qu'on fout là, on a rien à faire, vraiment un complexe de c'est le syndrome de l'imposteur, c'est ça. Syndrome de l'imposteur, mais carrément, genre toi t'es là, tu fais mais pourquoi je suis là, c'est ça. Pourquoi moi et pas un autre? Et là pas du tout, on se faisait vraiment respecter, en fait, les gens respectaient notre travail, trouvaient ça cool ce qu'on faisait, et moi je voulais dire surtout merci, parce que c'est grâce à vous, surtout les vrais qui écoutent le podcast, vous êtes les vrais de vrais, et ça fait plaisir parce que c'est grâce à vous qu'on en est là, et on a envie de vous montrer toutes les coulisses du vélo et de tout ce qu'on fait, et ça fait plaisir que vous nous suiviez, et de pouvoir montrer ce sport de manière un peu plus fun, décalée, et tout ce que vous voyez pas, parce que finalement une cérémonie du Vélo d'Or, vous la voyez à la télé, vous voyez les résultats, mais vous voyez pas comment ça se passe de l'intérieur. Tu vois jamais, mais même limite, moi je trouve qu'avant d'y être, je m'étais jamais vraiment posé la question en mode qu'est-ce qui se passe dans les coulisses de la cérémonie du Vélo d'Or.
Bah en vrai, ouais, bah il y avait vraiment une salle pour où prendre le cocktail et où discuter. Ensuite, dans le pavillon Gabriel, il y avait une salle en bas avec une scène et on est allé là-bas pendant l'heure durant laquelle il y a eu la cérémonie qui était retransmise à la télé, voilà. Et après, D'ailleurs, on est retourné dans on la a salle vu de nos cocktail. têtes blondes à la télé. On a vu nos têtes blondes. Et après, on est retourné dans la salle de podcast. Donc c'est dans la salle de podcast, ça y est. Dans la salle de cocktail. Donc c'est vraiment il y a deux salles distinctes. Et après, bon bah t'es avec tous les gens, tu discutes, c'est sympa. Tu fais vivre l'événement de l'intérieur. Nous c'est notre rôle. On kiffe toujours aller voir les gens, interviewer, montrer tout ce que la télé montrera jamais. Et en fait, c'est trop cool. En fait, je sais pas toi, mais Ouais, moi c'est. je commence là. Je vous le dis, j'ai envie de faire ça toute ma vie, genre Ouais. tous les jours de ma vie, et c'est trop cool. Et en plus, vous kiffez, nous on kiffe, et c'est cool parce que ça ramène un vent d'air frais dans le vélo et ça fait plaisir quoi. Ouais, mais c'est ça. C'est le plus kiffant, c'est d'être accepté par tous les partis, genre par le public, par les coureurs, par les institutions, les organisateurs, les bénévoles. Ouais, c'est trop cool. Et on vous remercie tous. Voilà, bah voilà, en gros pour la cérémonie du Vélo d'Or, je propose qu'on fasse pas un deuxième petit focus, mais qu'on parle rapidement du Tour de France. On va pas s'éterniser parce qu'il y a un autre podcast qui a été fait par notre ami Arnaud Manzanini et Yoann Ofredo qu'on embrasse, et vraiment c'était un super podcast c'est dans la tête d'un cycliste, Disponible dans la tête d'un cycliste, et là ils ont vraiment repris le parcours du Tour de France hyper spécifiquement. On vous invite vraiment à aller l'écouter parce que en vrai c'est très 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 intéressant. Donc prochaine séance de sport, bam, ce podcast après avoir écouté l'actu full comme gas ça dans les oreilles. c'est complémentaire. Vous avez le backstage avec l'actu full gas et le parcours détaillé avec Yoann et Arnaud Manzanini. Juste pour dire, c'est que le lendemain à Paris il y avait au Palais des Congrès, donc c'était énorme encore une fois. Il y avait la présentation du Tour de France qui était faite, et c'était la première fois qu'on y participait aussi en tant que média. Là on était avec Eurosport et franchement c'était une superbe expérience, et c'est énorme quoi, ça n'a rien à voir. Il y a une salle remplie, genre on dirait une salle de concert quoi. C'est beaucoup moins intimiste, les invitations c'est beaucoup moins privé. Il y a énormément de gens qu'on croit sur le Tour de France, des gens sur la caravane, des marques, mais pas que, tu vois, aussi des gens qui ont participé de près ou de loin à l'organisation du Tour, des gens qui ont réussi à avoir des invitations, c'est beaucoup moins privé. Et là t'es au Palais des Congrès, et la salle, honnêtement je pensais pas que c'était aussi grand. T'arrives dedans, t'as le vertige hein. T'arrives dedans, t'as le vertige, déjà rien que pour récupérer tes tickets, t'as une queue. Ensuite, t'arrives dans la salle, c'est énorme. Et nous, on était du coup assez proches parce qu'on était en tant que média. Et c'était génial de voir parce qu'on a vu aussi des énormes stars. Il y avait Vingegaard, il y avait Mark Cavendish, il y avait Jasper Philipsen, il y y avait Alexander Christophe, Benoît Cosnefroy, Juliette Petit, Labouze, Jadviel. Jadviels, Ouais, Mathieu Burgodeau qu'on a croisé dans le métro. Vingegaard, ouais, anecdote vraie, non, mais c'est pour vous dire à quel point le vélo, on prend le métro pour aller au Palais des Congrès, on sort du métro, et là on voit un gars qu'on n'a pas l'habitude de voir comme ça, c'est beau gosse en vrai Mathieu, on peut le dire. Mathieu, petit bouc, beau gosse hein. Petit bouc, col roulé, veste noire longue, et le col roulé blanc, trop la classe. Il vient nous voir, il fait salut les gars, et en fait c'était Mathieu Burgodeau, tu vois, et là on a trop rigolé quoi. Qu'est-ce que tu fais là Mathieu? Il fait bah je prends le métro, et après il a attendu, il a trop drôle. Sandy du jardin et tout. Ça vraiment c'est la simplicité, c'est ça que je kiffe dans notre sport plutôt que comme au foot où les gens ils se balancent des pierres dessus là. Ouais, c'est ça qui est cool au vélo, c'est que vraiment les pros sont accessibles. Et du coup on a eu cette cérémonie, c'est énorme parce que t'as des super films qui sont projetés en présentant du Tour, présentant les villes arrivées, villes départ, sachant que cette année c'est, vous allez voir dans le podcast, mais c'est un Tour de France historique qui part pour la première fois de son histoire à Florence et qui va arriver à Nice, donc pour une première fois qui arrive pas sur les Ils vont champs pas faire beaucoup de kilomètres par un chrono. Nice. Non mais d'accord, Ah ils passent dans le nord. Ah. ils font un peu le tour de la France comme d'hab, avec des étapes mythiques comme le col de la Bonnette qui va être le toit du Tour de France, une étape du Tour d'ailleurs. Qui va être l'étape du Tour, t'es sûr? Ouais, au-dessus de Nice. Ok. Et aussi avec le retour des chemins blancs sur le Tour de France, ça va être un Tour de France spectaculaire, on a hâte de suivre ça. Et chez les femmes, qu'est-ce qu'on peut en dire, Grégoire? Le parcours, ce qui est cool, c'est que et t'avais échangé, Grégoire, je crois, avec Marion Rousse, qui t'avait dit justement. Non, il y a pas le col de la Bonnette à l'étape du Tour. Ben oui, c'est ça, oui, c'est J'ai pas. confondu avec Turini. C'est ça. Marion Rose, pour les femmes, qui t'avait dit que c'était important de différencier un peu le format Tour de France homme et Tour de France femme. Oui, j'avais discuté avec elle c'était à Québec pendant les Grands Prix cyclistes, et elle me disait que elle voulait vraiment faire un format quand même un peu différent du Tour de France homme, parce que le but c'est pas de faire le copier-coller de ce qui existe déjà, ils veulent vraiment se créer une propre identité. Et là le Tour, dès cette année on commence à le voir, et je pense que ça va évoluer dans les prochaines années, mais c'est un Tour qui est assez international, où la marque Tour de France est exportée à l'étranger pour pouvoir montrer du vélo aussi dans d'autres pays, et c'est bien, c'est cool, tu vois. Là on a trois étapes aux Pays-Bas, une étape en Belgique, ensuite une étape qui part de Bastogne et qui redescend en France. Franchement ça va être incroyable, et moi le plus incroyable dans ce parcours
C'est l'Alpe d'Huez. L'arrivée finale à l'Alpe d'Huez pour les femmes. Jumeaux, c'est quoi, génial. on se complète. Ouais, on peut se compléter ou non, mais l'Alpe d'Huez incroyable, une montée mythique et ça va être spectaculaire pour les femmes et le tour va être très très fatigant pour elles parce que je pense qu'elles vont être tout le temps en prise, c'est que des parcours vallonnés, punchy, ça va être dur. Hein. Ouais, mais ouais. en tout cas, ce qui est sûr avec Même l'étape de Liège là, la 4e étape, je crois, ce qui est sûr c'est qu'au moins on verra pas Lotte Kopecky en jaune toute la semaine quoi. Bah si, justement, pour Bah, moi, je Liège, elle crois. peut, si elle a le jaune avant ou il y a moyen qu'elle le garde. Après, il y a un Avec chrono le chrono, rapidement, c'est ça, il y a le un chrono. chrono, on verra. Mais elle va bien au chrono, c'est ça le problème aussi. Bon, en tout cas, il y a l'étape entre, je sais plus c'est quoi la ville de départ et la ville d'arrivée, c'est qui arrive à Liège. Ça va être un mélange entre l'Amstel Gold Race et du coup et Liège-Bastogne-Liège. Et je crois que l'étape va être magnifique et je suis trop impatient de voir cette étape, tu vois, je suis jaloux enfin ça va être incroyable, vraiment ça va être trop chouette quoi, une vraie classique au milieu du Tour de France. Et j'espère qu'on sera là pour poursuivre ce Tour de France femmes et ce Tour de France hommes, hein, parce que le Tour de France femmes, comme on vous l'a dit, on s'est moins attardé parce qu'il y a le podcast qui est fait dessus, mais il va être aussi spectaculaire avec déjà l'étape, la 4e étape qui finit à Valloire, qui va peut-être être une première explication entre favoris dès la première semaine, avec aussi 3 étapes en Italie sur des parcours ultra punchy qui vont prôner le spectacle. La première étape c'est encore plus compliqué que celle qu'on a eu à Bilbao l'année dernière. Donc c'est c'est la trop plus cool. tôt de l'histoire du coup. C'est incroyable et après passage par les Pyrénées et arrivé autour de Nice, une étape qui finit à Monaco. Franchement, je trouve ça hyper cool. J'ai hâte de le suivre. On est comme d'habitude, t'as des régions qui sont oubliées, le Nord. Mais aussi la Bretagne, mais en même temps ça va avec le fait que la marque Tour de France s'exporte à l'international. Alors je vous entends dire ouais, le Tour de France, le Tour de la France, mais aujourd'hui il faut dire que c'est une marque et c'est aussi une manière de montrer l'impact de la France sur le monde du vélo à l'international. Et je pense honnêtement que c'est important d'avoir des départs à l'étranger, tout ça, et c'est pour ça que c'est dur à la fois de passer par la Bretagne, parce que je voulais voir les Bretons. C'est politique et aussi économique. Oui, clairement. C'est politique. Malheureusement, aujourd'hui, le sport, c'est politique et économique. Oui, c'est ça. On voit le Tour de France de l'année dernière qui reste tout le temps 80% en Rhône-Alpes, je crois. Et voilà, c'est le budget pour avoir l'arrivée, les départs des étapes. Vous savez que c'est presque très très cher. payant. Ça coûte cher. Et puis c'est politique aussi. Ouais, par exemple, partir à l'étranger, c'est aussi ce qu'on appelle le soft power, pour la France et tout. Bon, bref, je pense que c'est plus compliqué que ça. En tout cas. Très chouette moi de passer par l'Italie, de passer par les Alpes, traverser un peu les Alpes, remonter au nord et puis redescendre sur les Pyrénées et revenir dans les Alpes du Sud pour terminer à Nice. Ça va être sympa, l'étape finale c'est un chrono qui peut peut-être tout changer. Je trouve ça bien aussi de changer l'étape finale parce que autant d'habitude à Paris c'est un sprint et tout, et là en mettant un chrono à Nice ça permet qu'on va pas comparer en fait, parce que en fait le Tour de France faut que l'arrivée finale reste à Paris. Là c'est pas à Paris à cause des JO 2024, mais faut que ça reste emblématique et du coup faut pas qu'on compare. Ça sera un Tour de France historique tant dans son tracé que je suis sûr dans ce qui va se passer dedans. Surtout avec l'étape 9 entre 3 et 3, les 32 km de chemin blanc, là vraiment 3 et 3 si ça fait 9, c'est pas 32. 3 et 3 ça fait 6. Ah, 3 x 3 j'ai cru. Ah non, oui, je rigole. les caps entre 3 et 3 et là franchement Vingegaard il a parlé là-dessus, il a dit on peut plus perdre le Tour de France que le gagner sur cette étape. Remco qui dit que c'est pas forcément obligé de mettre une étape comme ça avec des chemins de terre. Maintenant il y a des compétitions de gravel fait exprès pour aller se mettre dans la terre et qu'on n'a pas forcément envie de le voir sur le Tour de France. Surtout qu'à la base je crois qu'il voulait prendre des étapes plus dures dans lesquelles il y avait des descentes hyper raides, hyper techniques, dangereuses. J'espère qu'il n'y aura pas de casse. D'ailleurs, le col de la Bonnette qui est le sommet du Tour de France, la descente après, je sais pas si t'as vu le tracé, elle fait peur à la peur, hein. C'est une route minuscule, il suffit qu'il y ait un peu de pluie, un peu de vent, mec, c'est suicidaire. Hein. Ouais, mais bon, après là, pour leur défense, je pense qu'ils seront pas nombreux à être dans le même groupe au sommet. Oui, c'est sûr. Donc voilà un peu pour le Tour de France et pour notre expérience qu'on a vécue à Paris tout au long de cette semaine. C'est génial. Nous on se retrouve bientôt pour des prochains épisodes et tout. Et d'ailleurs suivez sur LTG cet hiver, on va justement, on vous a parlé de la coupure, on va faire un peu de ski là. On peut le dire, demain on va pas faire du surf. Demain on va faire du surf, on l'a déjà dit avec TikTok. Donc on va essayer de voir un peu d'autres choses, d'autres sports avant de revenir à 100% sur le vélo en 2024 avec une saison qui va être complète et plein de projets. Donc venez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur TikTok, Instagram, YouTube.
D'ailleurs, sur YouTube, on va faire un gros retour sur YouTube. Grégoire, tu donnes la chaîne YouTube et les projets? Ouais, bah la chaîne YouTube, c'est la tête dans le guidon. Et normalement, on essaye de relancer. Alors, on met tout en place. On n'a plus forcément le temps de monter. On essaie de trouver des monteurs. Voilà, clairement. Donc, on dédouane. Et on va essayer de relancer tout ça, de l'activité. Montrer plusieurs choses autour du sport. S'amuser, se renseigner, vulgariser le sport. Et kiffer, quoi. Ouais, en fait, kiffer, ouais, prendre du plaisir, être rigolo. Enfin, je sais pas. Trop cool, quoi. Suivez-nous. Merci d'avoir suivi ce podcast. Et on se retrouve prochainement ici ou sur nos réseaux. Allez, ciao les gaziers, gros bisous.